Et si, pour survivre à la terreur et échapper à l'effondrement, un pays devait miser tout son avenir sur la Chine? Jusqu'où pourrait-il aller et à quel coût caché pour sa population, son histoire et sa souveraineté? Cette question, à la fois brûlante et universelle, plane aujourd'hui sur le Burkina Faso, au cœur du Sahel. Imaginez une nation enclavée, entourée de 6 voisins aussi fragiles qu'elle, vivant sous la menace constante de groupes armés djihadistes. Depuis plus d'une décennie, le Burkina Faso lutte pour sa survie. Ses écoles se vident, ses routes deviennent impraticables et ses campagnes se couvrent de villages fantômes. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut regarder un chiffre. Selon les Nations Unies, plus de 2 millions de Burkinabés ont été déplacés internes en moins de 5 ans. Des familles entières dorment à la belle étoile, sans accès à l'eau potable ni aux soins de base. Les marchés se vident, l'économie informelle s'écroule et l'État, débordé, peine à assurer l'ordre. Face à ce chaos, l'armée burkinabé joue un rôle central. Mais jusqu'à récemment, elle était sous-équipée, formée à la hâte et dépendante des largesses de ses alliés occidentaux. Les soldats, épuisés, devaient parfois parcourir plus de 500 km à travers savanes et forêts, pourchassant des adversaires invisibles, souvent mieux armés qu'eux. L'arrivée d'un convoi massif d'armes et de blindés chinois à Ouagadougou bouleverse l'équilibre. Ce n'est pas seulement une modernisation, c'est un pari risqué. Préférer l'efficacité, la rapidité et la souplesse de la Chine à la prudence, la bureaucratie et les exigences politiques des partenaires traditionnels. Chaque village repris se payait d'un lourd tribut. Les embuscades s'enchaînaient, les convois humanitaires étaient attaqués et la peur paralysait toute tentative de reconstruction. Des enseignants, menacés de mort, fermaient les écoles. Les enfants rejoignaient, malgré eux, l'interminable file des déplacés. La spirale de la violence semblait sans fin. Dans ce contexte, le Burkina Faso se tourne vers la Chine en août 2025. Ce choix n'est pas anodin. Il marque une rupture brutale avec l'ordre établi depuis la colonisation. Pendant des décennies, l'armée burkinabé recevait des armes, des formations et des fonds de la France, des États-Unis et de l'Union européenne. Mais la lassitude, la lenteur des livraisons et les conditions imposées par l'Occident ont poussé Ouagadougou à chercher ailleurs. Pour la première fois, les soldats burkinabés s'équipent sans l'appui direct de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Un blindé flambant neuf, un mortier automoteur, un lance-roquettes multiple, chaque pièce d'équipement porte la marque du savoir-faire chinois. Derrière les sigles techniques, VN 22 Bravo, PLL 05, SR5, se cachent des outils de guerre que beaucoup d'experts occidentaux découvrent eux-mêmes à travers les images satellites. Pourquoi cette alliance avec la Chine? Le pragmatisme d'abord. Là où un véhicule blindé occidental coûte plusieurs millions d'euros et arrive après de longues négociations, Pékin propose des prix divisés par 2, des délais de livraison de quelques mois et des facilités de paiement hors du commun. Le Burkina Faso, étranglé par la guerre et au bord de la faillite, n'a pas le luxe d'attendre. L'accompagnement va plus loin. Des accords secrets prévoient la construction d'ateliers de maintenance et la création de filières de formation technique dans les écoles secondaires. Des jeunes burkinabés apprennent désormais à assembler, démanteler et entretenir des blindés tout en perfectionnant leur mandarin. Mais accepter l'aide chinoise, ce n'est pas seulement acheter du matériel, c'est aussi accueillir des instructeurs, des ingénieurs et des conseillers. Ces experts venus de Shanghai, de Pékin ou de Canton forment les soldats sur place, réparent les équipements et implémentent des logiciels de gestion sophistiqués. Certains villages voient même débarquer des équipes mixtes, soldats burkinabés et techniciens chinois, qui organisent des manœuvres communes. Au plan politique, la Chine se distingue. Là où l'Occident lie son aide à la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption ou le respect des droits humains, Pékin avance sans conditions officielles. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2023 après une série de coups d'État, c'est une bouffée d'oxygène. Il peut présenter l'alliance chinoise comme un acte de souveraineté, un refus de l'ingérence étrangère. Plus récemment, l'Angola, après la guerre civile, a massivement investi dans l'armement chinois. Si la stabilité a été restaurée, l'endettement a explosé, et l'économie reste dépendante des exportations de pétrole, dont la majorité est vendue à la Chine à des prix négociés à l'avantage de Pékin. Des exemples historiques éclairent le dilemme. Dans les années 60, l'Algérie, également sortie de la colonisation, s'est tournée vers l'Union soviétique pour moderniser son armée.
Les premiers chars T-34 sont arrivés à Alger avant même que les besoins en logement et en école soient satisfaits. L'économie a fléchi sous le poids de la dette, malgré des victoires militaires ponctuelles. Or, ce choix n'est pas sans coût caché, car chaque franc investi dans l'armement manque ailleurs. Pour illustrer, prenez la commune de Dori dans le nord du pays. En 2024, l'hôpital régional a vu son budget amputé de moitié faute de financement, tandis que le ministère de la Défense recevait une rallonge exceptionnelle. Des routes essentielles restent impraticables, des dispensaires ferment et le taux de scolarisation recule. Pour le Burkina Faso, le risque est similaire. Le budget militaire a bondi de près de 240% en quelques mois. Pour financer cette course à l'armement, le pays contracte d'importants emprunts, parfois gagés sur des ressources naturelles, or, coton, manganèse. Certains contrats prévoient des remboursements en nature, ce qui lie durablement l'économie burkinabé au bon vouloir des acheteurs chinois. La population ressent déjà les effets. Dans le sud-ouest, des coopératives de femmes ont vu l'aide au microcrédit fondre, et des écoles publiques n'ont pas reçu de manuel scolaire cette année. Les syndicats dénoncent des coupes dans les salaires des fonctionnaires et le gel de certains programmes de vaccination. Pourtant, sur le terrain, l'effet est immédiat. Les groupes armés, surpris par la puissance de feu inédite, reculent. Dans la région de l'Est, des villages désertés depuis 3 ans voient revenir leurs habitants. Les marchés reprennent vie, les récoltes sont à nouveau possibles. L'armée, hier démoralisée, affiche un regain de confiance. Les jeunes volontaires affluent, espérant un emploi, un uniforme, une solde. Mais tout le monde n'est pas rassuré. Au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, les gouvernements observent la montée en puissance militaire burkinabé avec inquiétude. Certains craignent une spirale de réarmement régional qui pourrait transformer le Sahel en zone de rivalité accrue, à l'image de la Corne de l'Afrique dans les années 80, lorsque l'Éthiopie et la Somalie ont englouti des fortunes dans des achats d'armes soviétiques et américains. D'autres voisins cherchent à coopérer, redoutant que le déséquilibre des forces ne profite aux trafiquants ou aux groupes terroristes transfrontaliers. Des sommets régionaux sont convoqués en urgence pour coordonner les stratégies, partager le renseignement et limiter la prolifération des armes. À l'international, la gêne grandit. Les partenaires occidentaux, mis à l'écart, craignent de perdre leur influence et leur accès aux ressources stratégiques du Burkina Faso. Des diplomates français évoquent en privé un basculement dangereux, tandis que Washington multiplie les contacts pour proposer des programmes alternatifs de lutte antiterroriste. Sur le plan technique, la transition est un défi. Les soldats doivent apprendre à manier de nouveaux systèmes d'armes, à coordonner des attaques avec des drones, à utiliser des logiciels de cartographie en mandarin. Les pannes sont fréquentes au début. Un simple circuit électronique défectueux peut immobiliser tout un escadron, faute de pièces de rechange livrables rapidement. La Chine, elle, soigne son image. À Ouagadougou, des panneaux géants vantent l'amitié sino-burkinabé et des reportages montrent des soldats des deux pays échangeant des cadeaux lors de cérémonies officielles. Mais derrière la solidarité affichée se cachent des clauses contractuelles strictes. En cas de défaut de paiement, certains actifs stratégiques, mines, infrastructures portuaires hypothétiques, concessions agricoles, pourraient passer sous contrôle chinois. Pour pallier ce risque, le gouvernement lance, en partenariat avec la Chine, un programme de formation accélérée. Des dizaines de jeunes ingénieurs sont envoyés à Ouran et à Harbin pour suivre des stages en logistique et en électronique militaire. À leur retour, ils forment à leur tour des techniciens locaux. Mais cette montée en compétences prend du temps, et la dépendance technique reste forte. Un scénario plausible, si un jour la Chine décidait de suspendre la livraison de pièces ou d'assistance pour des raisons politiques, l'armée burkinabé pourrait se retrouver paralysée, incapable d'entretenir ses équipements. Ce risque a déjà été vécu par le Nigeria dans les années 90, lorsqu'un embargo occidental a cloué au sol la flotte aérienne du pays pendant des années. Troisièmement, la transparence est vitale. Publier les contrats, expliquer les choix, débattre en public des priorités stratégiques, de tels dispositifs, instaurés au Ghana ou au Botswana, ont permis d'éviter des scandales de corruption et d'assurer un meilleur équilibre entre sécurité et développement. Pour éviter le piège d'une militarisation sans vision, plusieurs étapes s'imposent. Premièrement, il est essentiel de considérer la livraison d'armes chinoises non comme une fin, mais comme le début d'une stratégie nationale intégrée. Le Burkina Faso pourrait, à l'instar du Maroc ou de la Turquie, investir dans la création de petites unités industrielles locales pour assembler et entretenir une partie de ses équipements,
tout en formant ses propres ingénieurs au fil du temps. Deuxièmement, il faut éviter l'effet de déplacement massif de ressources. Pour chaque franc dépensé en armement, un effort équivalent devrait être consenti en faveur de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Des mécanismes de suivi budgétaire participatif, impliquant les citoyens et la société civile, permettraient de garantir que la modernisation militaire ne se fasse pas au détriment des besoins fondamentaux de la population. Quatrièmement, diversifier les alliances. Même si la Chine peut sembler incontournable en 2025, il existe d'autres partenaires. L'Inde, la Turquie, la Russie, l'Afrique du Sud, voire certains pays d'Amérique latine. Le Burkina Faso aurait intérêt à comparer, négocier, refuser les clauses les plus contraignantes et, surtout, garder une marge de manœuvre pour adapter sa stratégie en cas de changement du contexte international. Mais ce fragile équilibre reste menacé. Dans l'ombre, de nouveaux acteurs étrangers, sociétés militaires privées, trafiquants d'armes, nouveaux partenaires économiques, tentent d'imposer leur influence, profitant de chaque faille, de chaque retard, de chaque crise politique. En multipliant les passerelles entre l'armée, l'école et l'entreprise, le Burkina Faso pourrait transformer la contrainte sécuritaire en moteur d'innovation et de progrès. Des ateliers de maintenance peuvent devenir des incubateurs technologiques. Des programmes de réinsertion pour les anciens combattants pourraient favoriser la création de PME locales, notamment dans la construction, la logistique ou l'agro-industrie. Enfin, il est crucial de placer la jeunesse au centre du projet national. Les jeunes, qui constituent plus de 60% de la population, doivent être formés, employés et intégrés dans la reconstruction du pays. L'exemple du Rwanda, qui a massivement investi dans l'éducation technique après le génocide, montre que la croissance économique et la stabilité passent autant par l'investissement humain que par la force militaire. Pour chaque blindé reçu, chaque yuan investi, surgit une question dérangeante. Que la nation doit-elle sacrifier pour renforcer sa puissance? L'autonomie exige des ressources, mais chaque franc orienté vers la défense manque ailleurs, dans les écoles, les hôpitaux, les routes, l'agriculture, la culture. En privilégiant la défense, le Burkina Faso espère rétablir l'ordre pour mieux reconstruire demain. Mais le coût de cette course à l'indépendance est lourd. Le pays risque-t-il de troquer une dépendance contre une autre, cette fois envers Pékin? Le vrai enjeu n'est pas qu'une question de blindés ou de missiles. Il s'agit de préserver la mission première de l'État, servir la population, réduire la pauvreté, construire un futur digne pour tous, sans sacrifier la souveraineté sur l'autel de la sécurité immédiate. Faut-il d'abord armer la nation ou bâtir son avenir civil? Miser sur la stabilité immédiate ou semer les graines d'une prospérité durable? Ce dilemme n'a rien d'abstrait, il se chiffre en vie, en espoir, en dette. Des choix similaires ont été faits ailleurs dans l'histoire, avec des conséquences parfois dramatiques, parfois porteuses d'espoir. Des millions de Burkinabés sont concernés. Les choix d'aujourd'hui façonneront la paix, la stabilité ou la précarité de demain. La véritable autonomie se mesure autant à la liberté de choisir ses partenaires qu'à la capacité de concilier sécurité et développement. Le Burkina Faso se trouve à une croisée des chemins. Son expérience pose une question universelle. Jusqu'où aller pour se protéger sans perdre son âme? La réponse se trouve non dans la puissance des armes, mais dans la sagesse collective à équilibrer sécurité et développement, audace et prudence, indépendance et solidarité. L'avenir du Burkina Faso se joue désormais autant dans chaque village reconquis que dans chaque école reconquis, chaque hôpital rénové, chaque contrat négocié en toute transparence. C'est dans la main tendue à la jeunesse, dans l'investissement patient dans l'éducation et l'innovation que se construira la paix durable. Le pari chinois du Burkina Faso sera-t-il un modèle de résilience ou le prélude à de nouveaux pièges? Seul l'avenir, façonné par les choix d'aujourd'hui, tranchera cette énigme majeure du Sahel moderne. Ainsi, la vraie victoire ne se mesurera pas seulement en territoire libéré ou en ennemis repoussés, mais dans la capacité d'un peuple à écrire son avenir sans se soumettre, ni à la peur, ni à la dette, ni à l'influence d'un seul allié, aussi puissant soit-il.